La ville est silencieuse, étouffée par un manteau de cendres qui s'étend à perte de vue. Je m'appelle Gabriel, j'ai 38 ans et je suis médecin. Mais ici, sous les ruines d'un ancien hôpital, ces titres n'ont plus vraiment de sens. Mon monde s'est réduit à ces murs humides et à un stock de nourriture qui diminue chaque jour. Je répartis chaque ration avec une précision presque chirurgicale, comptant les jours dans un carnet comme si cela pouvait m'apporter un semblant de contrôle. Chaque jour, je scrute les environs depuis une ouverture barricadée, espérant un signe de vie, mais tout ce que je vois, c'est un paysage immobile et mort. La surface est une zone morte. La chaleur étouffante a laissé place à un froid glacial, et l'air chargé de particules radioactives rend chaque sortie un pari mortel. Mon refuge, bien que loin d'être parfait, est né ma seule chance. Mais je sens que ce n'est qu'une question de temps avant que cet abri devienne invivable. Les murs s'effritent lentement, et chaque goutte d'eau qui s'infiltre est une menace supplémentaire. Les souvenirs des jours précédant la catastrophe me hantent. Les sirènes d'alerte, l'évacuation dans un chaos absolu, j'avais choisi de rester. Les blessés affluaient et il était impossible pour moi de partir. Ma famille, quant à elle, était montée dans un convoi destiné à rejoindre une zone de sécurité. Depuis, plus aucune nouvelle. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix, mais cette question tourne en boucle sans réponse. Je me rappelle le dernier regard de mon épouse, Amélie, alors qu'elle portait notre fils dans ses bras. Elle m'avait fait promettre de les rejoindre, une promesse que je n'ai jamais tenue. La nuit, ces souvenirs reviennent sous forme de cauchemars. Je revois les regards des patients que j'ai soignés, certains morts entre mes mains. La culpabilité est un fardeau qui ne me quitte jamais. Hier, en explorant les immeubles voisins à la recherche de fournitures, j'ai trouvé une jeune fille. Elle était recroquevillée dans un coin, sa jambe blessée et l'œil vide. Je ne savais pas quoi faire au départ. Elle semblait si fragile, si loin de tout. Après un moment d'hésitation, je l'ai ramenée ici. Chaque pas était un défi, car je devais la porter tout en surveillant les environs pour éviter les dangers invisibles. Je l'ai soignée du mieux que je pouvais. Une infection était en train de se propager, mais avec les quelques antibiotiques que j'avais encore, j'ai réussi à stabiliser son état. Elle ne parle pas. Peut-être qu'elle ne sait plus comment. Mais ses yeux, ils racontent une histoire que je préférerais ne pas entendre. Je sens une immense solitude en elle, un vide que je connais trop bien. Les filtres de purification d'air commencent à rendre l'âme. Chaque inspiration devient plus lourde, et je ressens déjà les premiers signes d'irritation pulmonaire. Je sais qu'on ne pourra pas survivre longtemps ici. L'humidité rend également l'air lourd, presque irrespirable par moments. Parfois, je me réveille en suffoquant, terrifié par l'idée de manquer d'oxygène. Un souvenir me revient. Un complexe souterrain, construit à l'époque de la guerre froide, situé à plusieurs kilomètres d'ici. Il est censé posséder des systèmes encore fonctionnels, mais le chemin pour y parvenir est un désert irradié, un véritable enfer sur Terre. Pourtant, c'est notre seule chance. Je garde ce souvenir comme une lueur d'espoir, mais l'idée de sortir me terrifie. Je suis coincé entre deux choix, rester ici et attendre une mort certaine, ou partir et risquer de ne jamais atteindre ce refuge hypothétique. J'hésite. J'ai peur, pas seulement pour moi, mais pour elle aussi. La jeune fille, Emma, c'est ainsi que je l'appelle, est devenue ma responsabilité. Ses gestes maladroits et son silence m'emplissent de compassion, mais aussi d'une pression immense. Chaque soir, j'écris dans un vieux carnet que j'ai trouvé. J'y note mes pensées, mes peurs, mes espoirs, aussi maigres soient-ils. Si je devais mourir, peut-être que quelqu'un trouverait ces pages et comprendrait ce qu'on a traversé. C'est mon seul exutoire. Les mots sont ma manière de ne pas sombrer complètement. Aujourd'hui, j'ai expliqué la situation à Emma. Je ne sais pas si elle comprend tout, mais elle m'a fixé avec une telle intensité que j'ai senti un poids s'écraser sur mes épaules. Quand j'ai mentionné l'idée de la laisser ici, elle a secoué la tête avec une telle vigueur que j'ai compris, elle veut venir. Je ne peux pas la laisser seule, mais l'emmener avec moi, c'est une autre forme de cruauté. Elle m'a attrapé le bras et a fini par murmurer quelques mots. Je ne veux pas rester seul, pas encore. Ces mots, dits dans un souffle, résonnent encore en moi. À ce moment, j'ai réalisé que ma décision avait des implications bien au-delà de ma propre survie. Mon père était militaire. Il m'avait appris à survivre, à rester calme sous pression. Je me surprends souvent à me rappeler de ces leçons. Des choses simples, comme lire une carte ou improviser un abri. Mais surtout, il m'avait appris à garder espoir, même dans les pires situations. Ces souvenirs me ramènent à des moments de calme au milieu du chaos. C'est en pensant à lui que j'ai commencé à tracer un plan pour atteindre le complexe. Si je ne le fais pas pour moi, je dois le faire pour elle.
Mon père me disait souvent que protéger quelqu'un donne une force insoupçonnée. Je m'accroche à cette idée pour me convaincre que c'est possible. Finalement, j'ai pris ma décision. Nous partirons demain. J'ai rassemblé tout ce que je pouvais, des provisions, des médicaments et des outils rudimentaires. Avant de partir, j'ai écrit une lettre pour Amélie, la glissant sous une pile de livres dans l'espoir fou qu'elle la trouve un jour. J'ai longuement hésité sur les mots, effaçant et réécrivant plusieurs fois. Ce soir, j'ai montré à Emma comment utiliser un compteur Geiger. Nous avons fabriqué des masques rudimentaires à l'aide de filtres de fortune. Chaque geste me rappelle l'énormité de ce que nous allons affronter. Pourtant, je ressens une étrange sérénité. Peut-être parce que nous avons un but maintenant. Nous avons aussi préparé un sac avec des rations et quelques objets personnels, des choses insignifiantes mais réconfortantes. Le lendemain matin, à peine sortis de notre abri, nous avons rencontré Samuel. Grand, maigre, le visage durci par les épreuves. Il était armé d'un vieux revolver et semblait aussi méfiant que nous. Il disait chercher sa famille, éparpillée quelque part dans cet enfer. Samuel nous a proposé une alliance temporaire, affirmant qu'il connaissait le chemin vers un abri militaire. Mais quelque chose dans son attitude m'inquiétait. Emma, elle, restait en retrait, observant chaque mouvement de cet homme avec une prudence palpable. Je me suis promis de rester vigilant, bien conscient qu'il pourrait représenter une menace. Alors que nous avancions, une tempête de cendres s'est levée, obscurcissant le ciel et nous obligeant à chercher refuge. Nous avons trouvé un immeuble partiellement effondré. À l'intérieur, le silence était oppressant, chaque bruit semblait amplifier notre vulnérabilité. Samuel montrait des signes de nervosité. Il tournait en rond, jetant des regards furtifs vers Emma et moi. De son côté, Emma devenait de plus en plus méfiante. Elle m'a chuchoté qu'elle ne lui faisait pas confiance, et je commençais à partager son sentiment. Mon instinct me disait de me préparer à une éventuelle confrontation. Cette nuit-là, alors que Samuel dormait à quelques mètres de nous, j'ai fouillé dans son sac. Je n'aurais pas dû, mais quelque chose en moi criait que cet homme cachait quelque chose. J'ai trouvé une carte. Elle était annotée de manière étrange, avec des zones effacées et des indications incomplètes. Pourtant, elle indiquait clairement un abri militaire, différent de celui dont j'avais entendu parler. Mon sang s'est glacé. Pourquoi ne nous avait-il pas tout dit ? Emma, réveillée par le bruit, elle est venue me rejoindre. Elle m'a soufflé qu'elle avait surpris Samuel parler seul, chuchotant des choses incompréhensibles. Elle était terrifiée, et je commençais à comprendre pourquoi. Samuel n'était pas seulement méfiant, il semblait instable. Le lendemain matin, j'ai confronté Emma à propos de nos options. Nous savions maintenant que Samuel ne nous disait pas tout, mais partir sans lui signifiait perdre notre seule chance de trouver un abri rapidement. Emma, déterminée, a suggéré de continuer à le surveiller de près. Elle avait raison. Malgré ses mensonges, il connaissait des chemins que nous ne pouvions pas deviner seuls. Nous avons donc décidé de ne rien lui dire pour l'instant, tout en préparant un plan de secours. J'ai caché la carte dans mon sac, bien conscient qu'il pourrait s'en apercevoir à tout moment. Les jours suivants, nous avons avancé lentement. Chaque pas était une lutte contre le terrain hostile et notre propre épuisement. Je surveillais Samuel de près. Il devenait de plus en plus agité, parlant parfois à voix basse, regardant autour de lui comme s'il s'attendait à être suivi. De son côté, Emma était sur le qui-vive, me demandant chaque soir si nous devions continuer avec lui. Mon instinct me disait que nous approchions d'un moment critique. Un soir, alors que Samuel s'était éloigné pour explorer les environs, Emma s'est assise près de moi. Elle m'a demandé de lui parler de ma famille. J'ai hésité, mais son regard insistait. Alors, j'ai parlé. J'ai raconté Amélie, mon fils, et les promesses que je n'avais pas tenues. Les mots étaient douloureux, mais les partager avec Emma me semblait juste. En retour, elle m'a confié qu'elle avait perdu ses parents peu après l'explosion initiale. Elle était restée seule, cachée dans un immeuble, jusqu'à ce que je la trouve. Nous avons pleuré ensemble, dans un silence ponctué seulement par le crépitement lointain du vent chargé de cendres. Quelques jours plus tard, en explorant une maison abandonnée pour trouver des provisions, je suis tombé sur un jouet en bois, identique à celui que mon fils adorait. Je suis resté figé, incapable de bouger, submergé par une vague de souvenirs. Emma m'a tiré doucement par le bras, m'encourageant à continuer. C'était elle, cette fois, qui prenait le rôle de protectrice. Elle m'a rappelé que nous ne pouvions pas nous permettre de nous arrêter. Le soir même, Samuel a tenté de voler nos provisions pendant que nous dormions. Emma, réveillée par un bruit, m'a alerté à temps. Lorsque je me suis levé, j'ai trouvé Samuel en train de fouiller dans mon sac. Il avait découvert la carte. Une confrontation s'en est suivie, ses accusations hurlées, résonnant dans la nuit silencieuse.
Emma a utilisé le compteur Geiger pour prouver que le chemin qu'il proposait était hautement irradié. Samuel, furieux d'avoir été pris en flagrant délit, est devenu de plus en plus agressif. La tension était à son comble. La confrontation a dégénéré. Samuel a sorti son revolver, exigeant que nous le suivions. Emma, courageuse malgré la peur, a jeté une pierre dans sa direction pour détourner son attention. Cela m'a donné l'occasion de le désarmer. La lutte a été brutale, mais j'ai réussi à prendre le dessus. Nous avons décidé de le laisser derrière, seul avec ses démons. Nous avons finalement atteint le complexe souterrain. L'endroit était partiellement endommagé, mais certaines parties étaient encore fonctionnelles. De l'eau potable, un système de filtration d'air rudimentaire, c'était un miracle. Emma et moi avons passé des heures à explorer les lieux, trouvant des ressources qui pouvaient nous permettre de tenir un certain temps. La fatigue nous submergeait, mais pour la première fois depuis des semaines, nous pouvions respirer sans peur. Dans ce nouvel abri, j'ai commencé à voir Emma différemment. Elle n'était plus seulement une jeune fille éperdue, elle était devenue une alliée, presque une famille. Protéger quelqu'un m'avait permis de retrouver une raison de vivre. Chaque soir, j'écrivais dans mon carnet, notant ce que nous avions traversé et ce que nous devions encore accomplir. Ces épreuves nous avaient changés, et j'étais déterminé à faire en sorte que tout cela ait un sens. Les jours suivants, nous avons travaillé à renforcer les défenses du complexe. Emma, autrefois si fragile, s'impliquait activement dans la maintenance des lieux. Elle apprenait vite, improvisant des solutions à des problèmes que je n'avais même pas envisagés. Nous avions trouvé un équilibre, une routine qui nous permettait de rester en vie. Chaque jour, nous explorions les environs pour trouver d'autres survivants. L'espoir n'était plus un luxe, mais une nécessité. Le complexe devenait notre maison, un refuge dans un monde brisé. Emma et moi partageons désormais un lien indéfectible, une confiance née de l'adversité. Un matin, Emma a trouvé un vieil émetteur radio parmi les débris. Elle a passé des heures à le réparer, déterminée à envoyer un signal. Lorsque le grésillement de la première transmission a retenti, nous avons su que c'était le début de quelque chose. Peut-être que quelqu'un, quelque part, entendrait notre appel. Dans un geste symbolique, j'ai placé le jouet de mon fils sur une étagère du complexe. Ce n'était pas un adieu, mais une manière d'avancer, de ne pas oublier tout en acceptant l'avenir. La vie, bien que fragile, continuait. Ensemble, Emma et moi étions prêts à affronter ce qui viendrait. L'humanité avait peut-être été réduite en cendres, mais tant que nous étions là, il restait une étincelle d'espoir.